Oui, bon, rebonsoir, monsieur Désiré. Oui, bonsoir Gaël. Ça fait quelques jours quand même, hein. Oui, tout à fait. J'espère que vous vous portez bien. Oui, ça va. D'accord, alhamdulillah. Donc, voilà, sans protocole, je crois que je vais vous laisser la parole. Et les OK. participants sont installés en salle. Et voilà. Merci à tous. Bonjour à tous les participants. C'est vrai que ça fait 2 jours que je suis passé. Et ce soir, juste un petit témoignage sur DIRO, développement institutionnel et renforcement organisationnel. Je vais un peu aborder l'expérience de Diaconia, précisément dans le cadre de mon programme, le programme Présimètre. Donc, pour ceux que je n'ai pas vu la dernière fois, c'est Désiré Herbanga, chargé de programme à Diaconia. Bon, il faut dire que d'une manière générale, la société civile au Burkina a quand même une insuffisance dans ce domaine de leadership institutionnel. Et il y a une vision qui est là, oui, on peut le dire ainsi, mais quand on prend en compte les rapports entre ces acteurs de la société civile, les exigences de ses partenaires techniques et financiers, on a vraiment le droit de dire qu'il y a des insuffisances à combler. Bon, à notre avis, il faut que les organisations de la société civile vraiment se remettent beaucoup en cause. Il faut que ces OSC-là fassent vraiment un diagnostic pour identifier les goulots d'étranglement et arriver à faire une bonne planification, que ce soit du côté stratégique, du côté institutionnel, du côté administratif. Comme je le disais, au niveau des OSC que nous accompagnons, et nous n'ignorons pas ces aspects de gestion de projet. Et nous savons que pour gérer à bien un projet, il y a un minimum de prérequis au niveau de ces organisations-là. Quand il y a l'opportunité avec un partenaire de collaborer avec Diaconia, et c'est vraiment le point d'entrée, c'est ce que nous appelons cette évaluation de partner assessment. Bon, je vais un peu organiser la discussion autour de quelques points. Bon, ce serait vraiment ambitieux de dire qu'on pourra examiner, aborder tous les points, mais je vais aborder quelques points avec des exemples précis que nous pourrons ensemble regarder et discuter. Bon, mais auparavant, il faut qu'on regarde ensemble cette analyse-là des concepts de DIRO. DIRO, développement institutionnel et renforcement organisationnel. Et nous voyons par développement institutionnel la création ou le renforcement de ces organisations-là dans l'optique d'atteindre
vraiment des objectifs nobles et au niveau du développement, mais avec un accent sur un développement durable. Bon, par renforcement organisationnel, nous voyons tout ce qu'il y a comme élément que l'organisation va mettre en œuvre afin de pouvoir améliorer, j'allais dire, tout ce qu'elle fait au quotidien. Et comme tel, et si on prend justement cette combinaison, et on voit que c'est vraiment l'ambition de pouvoir arriver à analyser ce contexte institutionnel-là et faire de sorte que nous ayons des éléments pour renforcer l'organisation dans toute son entièreté. C'est clair, il est important que justement dans ce contexte-là, il y ait un certain nombre de résultats que vise l'organisation. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été déjà dit, hein. Ulvic, la dernière fois quand j'ai participé à la session sur la planification stratégique, beaucoup de choses ont déjà été dites. Moi, je vais revenir sur un certain nombre. D'abord, il y a comme principe de base que l'organisation se remette en cause et fasse un diagnostic sans complaisance. Je dis sans complaisance parce que quand une organisation a l'opportunité d'avoir un accompagnement pour un diagnostic, au niveau de l'accompagnement, c'est ce qui va ressortir des acteurs même de l'organisation qui va être consigné. Et si les acteurs ne se remettent pas en cause, n'identifient pas les goulots d'étranglement, on ne peut pas avoir de difficultés, d'insuffisance qu'il va falloir résoudre. Mais si les acteurs sont vraiment conséquents et conscients que dans le fonctionnement, il y a des insuffisances qu'il va falloir combler, là, le diagnostic qui est fait, il en ressort des éléments qu'on peut utiliser pour mieux planifier et vraiment trouver les voies et moyens nécessaires pour arriver à la situation qui est vraiment voulue, à la situation idéale qui est voulue. Bon, je vais prendre le premier point qui est d'abord le cadre réglementaire des organisations, le cadre juridique et réglementaire des organisations. Et cela apparaît comme banal, mais c'est partant de l'expérience qu'on le relève. Il y a des organisations, de grandes organisations aujourd'hui qui ne sont pas en règle vis-à-vis de la réglementation, qui ne sont pas à jour. Vous savez qu'au niveau du Burkina, en 2015, il y a eu la loi 04-2015 CNT qui demandait à ce que toutes les organisations puissent se réimmatriculer entre griffes, justement suivant cette loi-là. Et le suivi que nous faisons montre que il y a des choses qui échappent aux organisations. Il nous est arrivé de rendre visite à des organisations partenaires de Diaconia et en vérifiant justement ce
ce point, ces organisations-là ne sont pas en règle. Et bon, vous imaginez avec moi que le départ, c'est là. Tout part de là. Si une organisation n'est pas officiellement reconnue, mais en cas de... Quand il y a un petit contrôle, mais c'est vraiment des difficultés. Et on n'est vraiment pas confortable d'avoir une organisation entre griffes hors la loi. Et cela est dû, comme je le disais, à peut-être un manque de suivi et une insuffisance dans la veille pour pouvoir justement se mettre à jour par rapport à notre récépissé de reconnaissance, notre reconnaissance juridique. L'élément qui prouve que nous sommes reconnus officiellement par les autorités compétentes du pays. Bon, un deuxième point, c'est la gouvernance. Justement, cet aspect était évoqué. Quelle est la vision de l'organisation? Quelles sont les missions? Quels sont les objectifs de l'organisation? Est-ce que tout cela est consigné dans une documentation qui est accessible? Parce que c'est là aussi la difficulté. Est-ce que cet énoncé-là est communiqué à toutes les parties qui sont concernées par la réalisation de la vision, par la réalisation de la mission? Et c'est des éléments, j'allais dire, peut-être élémentaires, mais qui ont toute leur importance. Et est-ce que dans toutes nos organisations, les partenaires indiquent au personnel, aux membres et aux bénéficiaires qu'ils doivent rendre compte de façon, j'allais dire, quotidienne, et que ces membres-là, ils peuvent être également interpellés quand il y a un petit soupçon de fraude, quand il y a une utilisation, par exemple, abusive des ressources de l'organisation. Donc, ces questions de gouvernance-là, il faut les repasser de façon, j'allais dire, cyclique, pour amener l'ensemble des parties prenantes à savoir que au niveau de l'organisation, il y a ce que nous faisons, mais il y a également ce que nous devons faire en lien avec la documentation que nous avons au niveau de la structure. Le troisième point que j'aborderai, c'est la gestion des ressources humaines. Dans ce chapitre, il nous faut permanemment nous questionner. Et est-ce que nous avons défini des directives qui sont clairement édictées, des procédures, par exemple, pour, quand je prends l'exemple du recrutement du personnel, quel est le mode de recrutement du personnel, par exemple, que nous avons consigné dans notre documentation? Parce que quelquefois, il y a des choses que nous faisons et nous ne nous référons pas au texte qui nous encadre. Quand je prends par exemple ce point de gestion des ressources humaines, et
il y a des questionnements, par exemple, pour le personnel qui est salarié. Est-ce qu'il y a des évaluations périodiques du staff, des évaluations annuelles, et sur la base des tâches qui sont bien édictées à chaque personnel? Est-ce qu'il y a justement un système que nous avons mis en place pour renforcer les capacités de ceux qui sont avec nous? Bon, en faisant une petite parenthèse à la formation qui se déroule actuellement, il faut dire que dans le cadre du programme Présimètre, c'est une nécessité qui s'imposait au tout début parce que en voulant accompagner la société civile, le diagnostic qui en est ressorti, c'est que la gestion n'était pas parfaite, oui, et qu'il fallait mettre en place un programme pour renforcer justement ces organisations-là et toutes ces structures qui allaient prendre part à ce programme. Bon, il y a dès le début 4 organisations, oui, qui ont bénéficié d'un accompagnement spécifique d'un partenaire d'un consultant que nous avons recruté, parce que en faisant le diagnostic, on s'est rendu compte que bon, il y a une organisation parce qu'elle était très jeune et il fallait la renforcer. D'autres organisations, c'est parce que au regard de ce que ces organisations-là avaient comme situation au moment où le périmètre devait commencer les activités, il y avait une nécessité de les renforcer parce qu'au niveau du programme, toutes les organisations ont leur domaine de prédilection. Et justement, c'est cette synergie entre ces organisations-là qui devait vraiment apporter la plus-value dans le cadre de la mise en œuvre du programme. Donc, en revenant sur ce point, il y a une nécessité de voir si le système de développement et des compétences des acteurs que nous avons va avec ce que nous voulons faire. Ce qui est évident, c'est que on ne peut pas toujours avoir des acteurs, un personnel qui a une maîtrise de tout. Mais si nous reconnaissons humblement qu'il y a des gaps à combler et que l'on planifie justement combler ce gap-là, nous allons voir qu'il y a des partenaires qui vont être intéressés à financer un pan ou d'autres par rapport à ce que nous avons identifié comme insuffisant. Bon, le prochain point qui mériterait d'être abordé, c'est la question de budgétisation et de planification. Et il faut se rendre à l'évidence si justement les budgets sont établis pour l'ensemble des activités importantes, et est-ce qu'il y a assez de détails pour pouvoir maîtriser ces budgets? Bon, en lien avec ça, est-ce qu'il y a des procédures au niveau de l'organisation qui édictent comment, à l'interne, les activités doivent être mises en œuvre? Tout ce qui est achat, tout ce qui est prestation, qu'est-ce que le manuel de procédure dit? Voilà.
Et aujourd'hui, on va beaucoup plus parler de gestion informatisée de la comptabilité. Est-ce qu'il y a un logiciel? C'est quel logiciel la structure utilise pour faire le point? Et tout cela, ça a raison, parce que aujourd'hui, dans ce contexte où nous recherchons des partenaires pour nous accompagner dans la mise en œuvre de nos activités, de nos plans d'action, c'est important de présenter une disposition qui nous dit, OK, même si l'organisation n'est pas encore à ce stade, l'organisation ambitionne le faire. Voilà. Et on peut également parler des aspects de suivi-évaluation au niveau de l'organisation. Quelle est la périodicité du rapportage? Est-ce que l'organisation se fait ce devoir-là de faire des auto-évaluations, même si elle n'a pas un financement? Est-ce que l'organisation se fait le devoir de toujours prendre en compte les conclusions, les recommandations qui sont faites au niveau après les évaluations de projet? Est-ce que l'organisation arrive à capitaliser ses acquis pour rebondir avec d'autres partenaires dans le cadre d'autres projets? Bon, c'est un ensemble de questionnements qui nous permettent d'apprécier et aussi de voir comment on peut entrevoir justement la collaboration avec le partenaire. Il y a aujourd'hui un aspect que nous ne devons pas, j'allais dire, négliger. Aujourd'hui, il y a ces questions de risque de sécurité. Bon, cela semble bon, un peu banal, mais il y a une obligation aujourd'hui pour les partenaires de prévoir justement ces plages-là. Est-ce qu'il y a un dispositif au niveau de l'organisation qui est à même de gérer les risques en matière de sécurité? Voilà, c'est des choses qui sont, j'allais dire, bon, aujourd'hui, ce n'est plus banal, hein. C'est très important aujourd'hui d'avoir. Et est-ce qu'au niveau des partenaires, il y a des formations, hein, des renforcements de capacités qui sont appropriés et qui concernent justement les risques que pourrait avoir le staff? Bon, si on prend une visite terrain qui doit être effectuée, est-ce qu'il y a une documentation, hein, sur les questions de sécurité? Bon, c'est des choses aujourd'hui qui sont plus que nécessaires et il ne faut pas les négliger. Il ne faut pas les négliger parce que le contexte aidant, un partenaire technique et financier qui voit que l'organisation qui est appuyée fait des efforts pour prendre en compte ces aspects, aura beaucoup plus une longueur d'avance par rapport à celle justement à une autre organisation qui ne prend pas en compte ces points. Bon, pour me résumer, on dirait que ces questions de développement institutionnel et de renforcement organisationnel sont plus que nécessaires
Parce que une organisation qui n'a pas de vision, une organisation qui ne se met pas à jour, une organisation qui n'a pas une bonne gouvernance, une organisation qui ne prend pas en compte les aspects de renforcement de capacité de son staff, elle aura toujours du pain sur la planche. Elle ne pourra pas être compétitive par rapport à celles qui ont justement, qui prennent en compte les aspects que j'ai cités tantôt. Aujourd'hui, de plus en plus, nous le remarquons, quand nous avons des financements, les PTF qui accordent ces financements-là, et leur premier réflexe, c'est de faire un appel à projet. Un appel à projet, pourquoi? Un appel à projet pour pouvoir sélectionner les meilleures organisations qui vont déposer leur dossier. Et pour ce qui est des critères pour la sélection des partenaires, vous conviendrez avec moi que d'abord, une organisation qui n'est pas à jour vis-à-vis de la réglementation, elle ne peut pas passer. Une organisation qui présenterait un rapport d'audit, un rapport d'audit de compte certifié, aura plus de points que celle qui ne présente pas de rapport d'audit parce que, en termes de redevabilité, il y a des choses qui sont faites par rapport aux autres organisations. Une organisation qui présente un rapport d'auto-évaluation, une organisation qui présente un plan stratégique à jour et avec des plans de travail, qui présente un manuel de procédure. Bon, voilà. Bref, c'est dire que dans ce contexte de, comment dirais-je, ce contexte de concurrence, les organisations de la société civile devraient mettre beaucoup d'accent dans le développement institutionnel et leur renforcement organisationnel. Et il y a ce que il y a que une organisation qui naît aujourd'hui, il est difficile qu'elle ait tout dont j'abordais tantôt, mais de façon progressive. Et c'est la vision, l'ambition et qui vont faire que une organisation peut être, peut avoir 2 ans et être plus, j'allais dire, crédible qu'une organisation qui a près de 7 ans d'existence. OK, voilà, Gaël, Thomas, tous les participants à ce panel. En tout cas, une contribution que je lance avec justement beaucoup plus d'attente sur les questions, les contributions pour pouvoir poursuivre les débats. Voilà, je vous remercie. Alors, merci beaucoup, M. Désiré, pour cette riche expérience partagée. Les participants, vous avez la parole. Donc, la parole à qui veut la prendre. Vous pouvez aussi lever la main. On verra pour identifier ceux qui veulent parler. Et Thomas, je vois que Thomas a la main levée. C'est un participant qui veut poser une question. OK, c'est oui. Monsieur Yoli Djeyabli. Sorry. Hein? D'accord. Ça résonne.
Il faut couper le son de l'appareil central pendant que il parle. OK. Allô? Oui, Yonli. Allô? Oui. Oui, Allô? allô, oui, posez la question, posez la question. Voilà, en fait, j'ai une préoccupation parce que à vous entendre, ou du moins OK. dans ce contexte-là, j'ai l'impression que les PTF, ou du moins les bailleurs, agissent maintenant comme des banquiers, en fait, qui, avant de donner un crédit à un client ou du moins à un acteur, s'assurent vraiment de sa solvabilité. Et à travers les critères que vous venez de donner, sont des critères de solvabilité. Oui. Oui, allô? Est-ce que dans cette perspective, on est limité l'émerger? Parce que si on va aller dans ce principe, c'est les organisations anciennes ancrées là qui risquent en tout cas de profiter en tout cas des fonds des bailleurs plus que les organisations naissantes. Est-ce qu'il y a des flexibilités qui permettent en tout cas aux jeunes organisations de pouvoir émerger? Voilà, c'est un peu ma préoccupation. Merci. OK, je peux aller? OK, merci bien, monsieur Monsieur Yerbanga, je vais Yonli. poser la question en même temps. C'est Minungu. OK. Ma question en Oui, Martine. même temps. Vous m'entendez? Oui, Il ne m'entend pas. Allô? oui, on Oui, t'entend. Je monsieur t'entends, Yerbanga, je Martine. dis je vais poser ma question en même temps. D'accord. En OK. fait, ma question, c'est lié comment on appelle, au DIRO, là. Ça veut dire une Mhm, structure qui fait son DIRO. mhm, Est-ce que c'est valable pour un projet mhm. ou bien c'est valable pour la science? Parce que c'est ce qu'on voit dans la pratique, c'est que chaque comment on appelle, partenaire qui vient faire ce qu'on appelle analyse institutionnelle. On nous pose des questions ou bien c'est une fiche qu'on nous demande de remplir. On remplit et puis voilà, en fonction de ça, la structure juge. Est-ce que c'est ça le DIRO ou bien c'est le DIRO que nous-mêmes on doit faire en tant que structure, indépendamment d'un bailleur, et comme ça c'est valable pour combien de temps? Merci. OK. D'autres questions en lien avec celle de Martine et Yonli? Non, pas pour le moment. D'accord. Monsieur Yonli, vous êtes bien de Tintoin, hein? Bon, je ne veux pas utiliser le même terme, mais vous comprendrez que par rapport aux partenaires techniques et financiers, une organisation qui présente entre griffes patte blanche avec tout ce que les éléments que j'ai cités tantôt, elle aura beaucoup plus la chance de passer par rapport à une autre qui a beaucoup d'insuffisances. Bon, je m'explique, hein. Et quand nous avons un projet à mettre en œuvre, il y a bien sûr, on s'attend à ce que les organisations postulantes puissent avoir d'abord dans leur planification stratégique la thématique dans laquelle
le projet s'inscrit. J'écoutais Ulvik qui disait la dernière fois que si un partenaire technique et financier amène des centaines de millions de dollars ou quoi, et demande à ce que il y ait, et fait un appel, beaucoup d'organisations vont faire des assemblées générales, modifier un certain nombre de choses, réécrire, voilà, un certain nombre, une documentation pour pouvoir postuler. Mais, c'était une façon de le dire, hein, mais un appel à projet qui concerne un domaine précis. Les organisations partenaires qui ont beaucoup plus de chances de passer, c'est celles qui sont inscrites dans la thématique. Ça, c'est d'un. Mais deuxièmement, il y a aussi cette capacité de gestion du projet en question qui va être analysé. La capacité de gestion, c'est quoi? On va voir par rapport à l'organisation, est-ce qu'il y a un chargé de projet? Est-ce qu'il y a une disposition pour les questions de comptabilité? Est-ce qu'il y a un personnel qui peut mettre en œuvre le projet sur le terrain? Et vous direz que la première analyse, c'est de recruter celles qui sont expertes. Mais il peut y avoir des organisations qui n'ont pas une grande expérience. Je vous parlais du cas de 4 organisations au niveau du périmètre qui ont bénéficié d'un zéro, j'allais dire à l'entame du programme. Bon, ce n'est pas un secret, hein. ABB fait partie de ces organisations. Mais ABB était un partenaire dont le profil était très intéressant pour le programme Périmètre. Mais ABB reconnaît elle-même qu'elle était une jeune structure qui n'avait pas encore mis en œuvre un projet d'une envergure. Et Diaconia a dit, OK, comme le profil est bon, on recrute ABB, mais on va accompagner ABB par un DIRO. Un consultant a été recruté, le consultant a fait avec ABB le diagnostic et ils sont arrivés à établir un plan de renforcement. Et c'est là aussi ce qui est intéressant parce que Diaconia a accepté justement non seulement mettre des ressources pour le diagnostic, mais également accepter qu'il y ait un renforcement de la structure pour pouvoir être à mesure de mettre en œuvre les projets. Donc, vous voyez, un profil intéressant peut ne pas avoir une expérience, mais peut être recruté. Mais bon, je suis d'avis que une organisation comme Team-Toi, d'où vient M. Yonli, qui va postuler à un appel à projet dans le domaine de l'éducation, j'allais dire, au niveau de l'Est. Bon, je dis comme ça, hein, il va être très difficile que Team-Toi ne passe pas au regard de ce que Team-Toi a comme acquis, comme expérience, comme expertise dans le domaine. Donc, c'est oui et non. Et une attention est quand même apportée à des projets intéressants, même si ces porteurs-là n'ont pas une grande expérience. En tout cas, au niveau de Diaconia, et on peut l'affirmer sans se tromper parce qu'il y a déjà du vécu, il y a déjà des expériences.
Et je ne sais pas si j'ai répondu totalement à la question de Yonli. Maintenant, au niveau, Martine demandait si le DIRO que l'on fait est valable pour le projet qui va être mis en œuvre ou peut être, voilà. Dans le cadre, par exemple, de Diaconia, ce que nous analysons comme aspect institutionnel, comme aspect organisationnel pour un partenaire, même au cas où il y a un autre financement, hein, comme au cas où il y a un autre financement d'un autre programme, et nous faisons ce qu'on appelle une évaluation qui permet de poursuivre sans pour autant revenir comme si rien n'était fait. Je m'explique. Martine qui vient du CCEB, le CCEB bénéficiait d'un accompagnement de CIVSAM, mais quand il s'est agi de lancer le projet EDU, et vous voyez qu'on n'a pas considéré le CCEB comme étant une nouvelle organisation, bon, que Diaconia ne connaît pas et qu'il fallait reprendre totalement tout ce processus-là et ignorer l'existant. Non. Et ce qui a été fait, c'est que par rapport à la thématique, et c'est d'ailleurs qui était pertinent, et d'ailleurs voilà pourquoi le CCEB a été coopté, on sait qu'il y a des acquis, on sait que la structure a des acquis, et on est allé sur la base de ces acquis-là pour renforcer l'organisation et poursuivre le partenariat. Mais ce que je voudrais dire, c'est que d'une manière générale, que ce soit l'organisation elle-même qui initie des actions de développement institutionnel, que ce soit un partenaire technique ou financier qui veut collaborer avec une organisation et qui est soucieuse quand même de savoir sur le plan organisationnel où en est l'organisation, je crois que ça se complète. Ce qui est intéressant, serait très intéressant, c'est que par rapport à chaque organisation, s'il y a une documentation sur le DIRO, mais quand il y a un potentiel de collaboration, ce document-là soit utilisé. Ce document soit utilisé et peut-être on essaie de voir à quel niveau de mise en œuvre des recommandations on en est et peut-être et puis poursuivre la collaboration. Sinon, que ce soit la structure qui l'initie, que ce soit un PTF qui initie ça de l'extérieur, et l'idéal, bon, l'essentiel, j'allais dire, c'est d'identifier vraiment le goulot d'étranglement sur le plan organisationnel, sur le plan institutionnel, et de voir quels sont les correctifs qui vont être apportés pour que l'organisation se sente mieux. Voilà. D'autres interventions? Allô? Allô? Allô, oui? Voilà, vous m'entendez? Oui, je vous entends maintenant. Ok, excusez-moi, c'est d'emblée, Adam, ce que vous dites. Je voulais essayer de faire un commentaire par rapport à ce que vous avez dit. Vous m'entendez?
Oui, oui, oui. OK. Alors, je voudrais essayer de dire aux uns aux autres que il ne faut pas que les gens voient le Diro comme une contrainte. En réalité, ça permet d'améliorer les choses. Les choses comment? Quand vous prenez au niveau du diagnostic institutionnel, ça permet d'identifier tout ce qui est facteur qui peut influencer en tout cas le bon fonctionnement de l'organisation. Nous avons aussi les acteurs qui interviennent dans le domaine. Et au niveau organisationnel, ça permet en même temps d'identifier vos forces, d'identifier vos faiblesses, mais souvent je dis les insuffisances. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si par exemple, on a identifié qu'au niveau de la comptabilité, il y a un maillon faible, on identifie en même temps un affrontement de capacité pour former le personnel ou bien même recruter des agents pour l'organisation. Et ça permet à ces organisations, en tout cas, de grandir et en fait d'être en tout cas répondre à leurs objectifs sur le terrain. Donc, ce que je connais de partenaire assessment, quand nous finissons, nous identifions en même temps des points d'amélioration, qu'on va faire un plan d'action durant l'année et on va essayer de voir quelles sont les actions que nous allons mener en faveur de cette organisation. Et ça permet du coup d'éviter des dérives, en tout cas dans la mise en œuvre du projet. Voilà, c'était juste appuyer ce que vous étiez en train de dire, qu'il ne faut pas que les partenaires voient souvent le Diro comme une contrainte, mais en réalité, c'est pour améliorer la qualité de notre intervention sur le terrain. Merci bien. OK, merci pour la contribution. Oui, allô? Allô? Allô, oui, oui, je vous entends maintenant. Ok, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Voilà, j'avais des questions de compréhension. Voilà, j'ai eu dit dans vos propos que lors du diagnostic, vous avez rencontré des organisations qui ne sont pas en règle vis-à-vis de la loi 064. Voilà, je ne sais pas si c'est des organisations partenaires et si c'est le cas, comment vous arrivez à travailler avec ces organisations du moment que ces organisations, en principe, ne sont pas reconnues ou n'existent pas au vu de la loi. Deuxièmement, vous avez tantôt parlé des nouvelles organisations qui peuvent vraiment émerger, même si elles sont jeunes. Voilà, mais il faut avoir de la vision, de l'ambition. À ce niveau, ma préoccupation, c'est par rapport à la question d'expérience et d'ancienneté qu'on demande dans certains appels à projets. Et nous avons certains bailleurs ou certains partenaires qui ont des partenaires historiques. Donc, dès que leur projet est là, bon, on ne discute plus, c'est eux, on connaît, bon, on passe par eux. Est-ce que ça inhibe pas un peu l'émergence des nouvelles organisations qui peuvent être plus dynamiques que celles qui existent dans le milieu? Enfin, c'était un doléance. Je voulais avoir peut-être un canevas et un questionnaire pour établir les Diro. Je ne sais pas si c'est la formatrice qui doit, envers la formatrice, je dois faire cette doléance ou c'est Diaconia, mais je serais intéressé d'avoir les canevas et les questionnaires pour établir un Diro, quoi. Merci beaucoup. OK. Merci bien, Monsieur Ouedraogo. Et si je vous dis que les organisations dont j'ai parlé là, ce n'est pas des moindres, hein.
mais j'avais ajouté que c'est un manque de suivi, voilà, qui a fait que, voilà. En fait, ces organisations-là avaient, leur récépissé était expiré. Il y a des gens dans la salle là-bas, s'ils veulent même vous approcher, ils vont vous dire. C'est des grandes organisations, comme je le dis, mais le manque de suivi a fait que ces organisations-là, le récépissé était expiré, la validité là était expirée et ils ne se sont pas rendus compte. Et quand nous sommes allés pour justement l'assessment, on dit OK, est-ce que vous pouvez nous sortir vos documents statutaires, la reconnaissance officielle? Oui, ils sortent le document. On voit que le document est périmé depuis plus de 4 mois. Et chacun attrape sa tête. Bon, c'est dire que tant qu'on ne va pas faire un suivi, j'allais dire vraiment comme il se doit, c'est des choses qui peuvent échapper alors que c'est très, très important. Une organisation dont le récépissé est comment on appelle ça, est expiré, qui pose des actes. Mais la base de la légitimité, là, c'est quoi? C'est ça. La base de la légitimité, là, votre existence, là, c'est le document. Et le document est expiré. Voilà. Donc, c'est vous dire que peut-être certaines grandes organisations qui sont là-bas vont vous dire qu'ils ont été victimes de ça. Voilà. Mais nous, quand nous avons fait notre diagnostic, nous leur avons donné une période, un temps pour se conformer. On a envoyé une correspondance et on leur a dit, voilà, par rapport à ce que nous avons trouvé, et faites l'effort de vous conformer dans un délai, voilà. Et ça a été fait. Ça a été fait et on a rangé le document comme il se doit. Ils ont même envoyé, voilà, une copie scannée qu'on a rangée dans le dossier du partenaire. Voilà. Et le deuxième point, vous parlez des organisations qui n'ont pas d'expérience par rapport aux partenaires habituels. Et c'est comme je vous dis, vous savez, et bon, je parle, c'est vraiment un témoignage, hein, donc je parle de ce que je connais et de ce que j'ai vécu. Et quand j'ai pris le cas de ABB, et il faut que je prenne également le cas du projet CIVSAM, où, quand vous parlez de partenaires habituels, mais le bailleur de fonds a dit qu'il faut faire un appel. Il faut faire un appel à projet. On a fait l'appel en bonne et due forme. Donc, les partenaires habituels là, et pour vous dire que, bon, c'est 75%, hein. Les partenaires habituels là ont été changés. Ce n'était pas à 100%, mais à 75%. Donc, c'est vous dire que à tout moment, les choses là peuvent changer. Les mêmes comment on appelle, partenaires techniques et financiers qui avaient des partenaires habituels avec lesquels ils travaillaient, ils se rendent compte que, bon, ça lèse d'autres organisations. Et excusez-moi de le dire, hein, mais avec cette habitude légendaire là, ça crée d'autres choses qui font que
les partenaires techniques et financiers même se posent des questions. Voilà. Bon, donc c'est vous dire que par rapport, on peut être partenaire habituel aujourd'hui et demain et voir qu'on n'a pas été retenu parce qu'il y a une nouvelle vision, il y a une nouvelle donne, il y a une nouvelle dynamique qui veut que on peut même, ils peuvent même vouloir de façon tacite rajeunir le portefeuille. Il y a tout ça. Voilà. Donc, vraiment, soyez rassurés que, et voilà, bon. Et puis, il y a quelque chose aussi que il faut remarquer. Il y a des partenaires techniques et financiers qui mettent une barre. Ils se disent, OK, telle organisation, bon, dans leur politique même, hein, une organisation, on peut travailler avec elle au maximum pendant 10 ans. Moi, j'ai fait une ONG où la philosophie, c'était que après 10 ans, vous ne pouvez plus avoir un financement de ce partenaire-là. Parce qu'on considère que vous avez largement été renforcé et vous devez être à mesure de voler de vos propres ailes. Et vous devez être à mesure de diversifier votre portefeuille. Vous devez être à mesure vraiment de trouver d'autres créneaux, voilà, pour que ce PTF-là accompagne une autre vague de jeunes partenaires, voilà, pour les faire émerger. Donc, en fait, il y a tous ces facteurs-là qu'il faut prendre en compte, voilà. Et donc, il n'y a pas d'acquis définitif, hein, même quand on se dit partenaire habituel, il y a la possibilité que voilà, les choses changent et que voilà, on ne soit plus coopté dans le cadre d'un programme. Et pour le Caneva, bon, je crois que je vais laisser la formatrice interagir. Allô? Oui, oui. Oui, si. Oui, je voudrais compléter. Oui, en fait, je voulais dire quelque chose par rapport à ce deuxième point de son intervention. Voilà. Tu es mieux placé. Sur le fait qu'il y a des organisations qui peut-être, entre griffes, les projets passeraient comme une lettre à la poste par rapport à certaines nouvelles organisations. C'est pas évident, surtout quand on fait les appels à projets, et ce n'est pas du tout ça. Et pour partager l'expérience, on a des organisations qui nous ont même écrit après pour se plaindre, parce qu'ils estiment qu'on ne veut pas de la société civile dans certains domaines au Burkina sans qu'ils ne soient au devant. Les appels à projets ne sont pas sélectionnés et ils écrivent ils se plaignent parce qu'ils estiment que ce n'est pas possible. Par rapport à une telle thématique, il ne peut pas ne pas passer. Donc c'est pour dire que ce n'est pas parce qu'on est ancien que quand il s'agit vraiment des appels à projets, ce critère n'est pas du tout. C'est la qualité du projet qui nous intéresse. La qualité du projet, ce que vous dites, on a aussi des fois, on a des programmes ou des PTA, on a la possibilité, selon le contexte du moment, de coopter les partenaires. Ça, c'est une autre situation. Il copte, il vient, il vous impose là, il n'y a pas d'analyse. Mais quand c'est vraiment les appels à projets, c'est à Diaconia qu'on analyse, ce critère n'est pas du tout pris en compte. C'est la qualité du projet qui nous intéresse et ce que ça va apporter. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est mieux placé pour expliquer parce qu'on a aussi l'expérience avec les partenaires, surtout les organisations de la société civile qui se disent vraiment les tenants de la chose, quoi. Donc, c'est un peu juste cette expérience que j'ai voulu partager. Merci. Merci, Sie. D'autres contributions, questions?
C'est bon. Voilà, c'est outil là, outil de... Tu parlais de Caneva. Bon, c'est appuyé. C'est appuyé. Mais si j'en trouve, je vais vous envoyer. Mais souvent aussi, comme ce sont des données internes à une organisation, voilà, c'est difficile peut-être de... Est-ce que vous suivez? Je disais que comme souvent, ce sont des données qui sont internes à des organisations, ça peut être difficile de partager ces documents-là à l'État, de partager ça à l'État. Peut-être c'est d'effacer le contenu et de vous envoyer le Caneva ou la grille du questionnaire. Sinon, le contenu ne peut pas être partagé. D'accord. À vous la parole. Il y a une autre question. Il y a une question. Ah, ok. C'est là. Allô, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, oui. Voilà, Issa Diko de l'association IM. Ok. Voilà, vous avez parlé de renforcement des capacités des associations partenaires du Présimed. Est-ce à dire qu'au niveau de Diaconia, chaque programme renforce les capacités des partenaires du programme? Ou bien est-ce qu'il y a un programme qui est prévu pour renforcer les capacités de l'ensemble des partenaires de Diaconia? Ok. Ok, merci, Monsieur Diko. Bon, au niveau de chaque programme et en fonction, bon, j'allais dire de la nécessité, il y a une, il y a un programme de renforcement des capacités des partenaires. Mais comme je le dis, au niveau de chaque programme, c'est au niveau vraiment de chaque programme. Bon, comme vous voyez, vous savez bien comment ça fonctionne. Moi, j'élabore un programme. Je vois que par rapport à mes partenaires là, il sera nécessaire de les renforcer dans tel domaine. Et bon, comme cela même, ça ressort dans la planification avec justement ces partenaires-là. Et donc, on se dit, OK, on va planifier le renforcement des capacités des partenaires au niveau de tel domaine. Mais en réalité, quand on le fait, la politique au niveau de Diaconia, c'est que quand il y a la possibilité de prendre en compte les partenaires d'autres programmes, on le fait systématiquement. Et c'est comme la session actuelle, hein,
c'est comme la session actuelle. Et en fait, c'est une activité du présimètre. Et on s'est dit, en renforçant l'ensemble des partenaires du diaconia, cela pourrait être une très bonne chose. Et vous avez même vu que on est allé au-delà des partenaires du diaconia. On est allé au-delà des partenaires du diaconia parce que il y a 5 places qui restaient et on s'est dit que la société civile, d'une manière générale, pouvait en bénéficier. Et donc, quand vous voyez le public cible de cette formation, il y a les partenaires de Présimètre, les partenaires des autres programmes du diaconia et des organisations qui ne sont pas partenaires même du diaconia. Mais comme je le dis, la priorité, chaque programme planifie en fonction voilà, des insuffisances à relever dans le cadre de son programme. Mais on voit vraiment de façon plus globale comment on peut renforcer les acteurs de diaconia et comment on peut renforcer les acteurs de la société civile. Donc, M. Dicko, c'est vraiment cette philosophie qui nous anime. Et nous avons, par exemple, quand on prend, il y a des cas où, par exemple, un programme initie l'activité, un programme peut initier l'activité et les autres programmes vont apporter, vous savez que c'est des questions de quote-part, hein? Voilà, voilà le présimètre peut dire, OK, cette fois-ci, moi, je veux former 20 personnes, j'ai le budget de former 20 personnes. Bon, maintenant, et si le programme PAPE a de l'argent pour prendre en compte 5 personnes, on peut dire, OK, comme la session peut prendre encore 5 personnes, OK, moi j'ai un budget de 20 personnes, PAPE complète avec le budget de 5 personnes et le tour est joué. Mais vraiment, l'idée qu'il y a derrière, c'est justement le renforcement des OSC, voilà, pour qu'elles puissent jouer au mieux vraiment leur rôle. J'espère que j'ai répondu à votre question, M. Dicko. Oui, absolument. Merci. Question? Oui, Thomas. Thomas, c'est bon? Oui, non, il n'y a plus d'autres questions. D'accord. Gaël? Questions? Bon, apparemment, il n'y a plus de questions. OK. Oui, d'accord. Donc, s'il n'y a plus de questions, je crois que les participants ont bien compris. Allô? Ils ont... Désiré, tu m'entends? Oui, oui. Voilà, je dis apparemment, il n'y a plus de questions. OK. Oui, tout à fait. OK.
Très bien. Voilà. Donc, c'est déjà remercier, comme j'ai la parole, remercier Désiré pour le témoignage. Je pense qu'on allait vraiment sur les cas pratiques. Que bon, ce n'est pas forcément les vieilles associations qu'on recrute souvent, mais il y a aussi surtout le renforcement de capacité. Voilà. Donc, merci à Désiré. OK, merci à vous. Bonne suite de formation. Merci à Gaël. Merci à la formatrice. Et excellente soirée. Excellente soirée à vous et à très bientôt. Merci.